On va chercher notre voiture. Il est 9h15. On est évidemment en retard. Oh, c'est une petite Micra, mais bon, ça fait le taf en soi. J'ai une petite appréhension quand même de conduire. Il y a des lignes au sol que je connais pas. Voilà, on va louer la voiture. Il nous reste genre 5 minutes pour aller la récupérer. Et après, carnage. On a une voiture qui est immense, alors qu'à l'extérieur elle est toute petite. Oui, parce que je vous ai pas dit, on a loué une Kékar. Ça devait être une Micra à la base, ou similaire, et on se retrouve avec ça. Dans cette vidéo, on est au Japon. Et on n'a pas envie de faire les choses comme tout le monde, à vous présenter une GTR, à vous présenter une Subaru, ou à vous présenter une RX-7. Non, nous ce qu'on veut, c'est vous présenter la Toyota Tank. La Toyota Tank, c'est 3,70 m de long, 1,67 m de large et 1,73 m de haut. Elle a une motorisation 1 litre qui fait 69 chevaux et jusqu'à 98 chevaux en turbo. Ça pèse 1100 kg, ça a des roues en 13 pouces et niveau tenue de route, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. C'est une Kékar qui a été produite à partir de 2016, qui est vendue uniquement au Japon, dans les pays d'Asie où ils ont des Kékars. On les a ni en Europe ni aux États-Unis. C'est une voiture qui, à l'extérieur, est vraiment toute petite. C'est le principe même des Kékars. Donc là, on peut le voir, hein, je suis assis normal au poste de conduite et je suis obligé de tendre mon bras pour toucher le plafond. Le siège est relevé au maximum. C'est des voitures qui sont très cubiques, mais à l'intérieur, c'est fait d'une manière, il y a une place, c'est dingue. À l'avant, on a clairement pas mal de place. Petit accoudoir, grande boîte à gants, des rangements partout, un petit crochet rétractable pour mettre son sac à main, mesdames. On a une grande valise, plus 2 petites valises et 2 sacs à dos et tout. Et en vrai, tout rentre, mais à l'aise, il n'y a rien sur la banquette arrière. C'est ouf. C'est assez inattendu sur ce genre de véhicule. Malgré l'encombrement extérieur ultra réduit, l'habitabilité est clairement incroyable. On ne s'attend pas à avoir autant de place dans ce genre de voiture. Là, je suis bien installé à l'arrière, le siège conducteur n'a pas bougé. J'ai bien 10 cm au niveau de mes genoux, j'ai une bonne vingtaine de centimètres au-dessus de la tête et on a des ouvrants qui sont immenses. Donc ça fait rentrer énormément de luminosité dans l'habitacle. On a aussi, et ça, on en parle trop peu, ce petit truc qui est intégré à la porte. Tu viens coincer en haut, hop, et voilà. Tu as un petit pare-soleil pour les enfants. Et ça, c'est pratique. Moi, je l'avais quand j'étais gamin sur le Scénic de papa. Et je le vois plus trop sur les voitures maintenant. Ça se perd un petit peu ce côté un peu véhicule pratique. Et je trouve ça dommage. Parce qu'on a des voitures qui sont de plus en plus grosses et de plus en plus, j'ai envie de dire utilitaires, mais même pas. Même pas, c'est pas optimisé du tout. Les portes, elles sont énormes. C'est sécuritaire peut-être, mais c'est pas du tout optimisé. Et on perd ce genre de petites choses. Les voitures qui nous vendent maintenant, c'est que des crossovers et tout ça. Putain, ça coûte quoi de mettre un petit truc qui se déplie directement de la fenêtre plutôt qu'avoir une chaussette qui vole sur l'autoroute là, ou un truc Cars que tu colles à la vitre en crachant sur la ventouse, quoi. C'est des petites choses comme ça que je trouve dommage. Et encore une fois, je comprends pas pourquoi ces véhicules ne sont pas plus vendus en Europe, parce que ça tue sa mère en fait. Un truc qu'on n'a pas nous en France, c'est ça. La carte ETC. Cette petite carte qui ressemble à une carte bleue, ça va ici dans le petit lecteur là, et en fait ça te permet de passer tous les autoroutes avec le transmetteur qui est ici. À chaque péage, la voiture t'alerte du montant que tu payes. Et ça te permet d'aller sur les voies entre guillemets télépéage où tu ralentis à 30 km/h et tu passes. Ça bip et la voiture te donne la somme que tu as payée au péage. C'est ouf le fait que ce soit complètement intégré à la voiture. Donc c'est ici, c'est cette petite carte là, ça te permet de passer les péages tranquillement
Et la voiture s'occupe de tout. On ralentit à 20 km/h. Ça nous dit qu'on paye 540. Et la voiture qui vient de nous le dire aussi, et c'est affiché sur le tableau de bord. Et comme toutes les voitures japonaises, quand tu la démarres et que tu commences à rouler, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, je suis preneur parce que ça fait 2 semaines que la bagnole elle me dit ça tous les jours. Je sais pas ce qu'elle me raconte. Cette petite Toyota Tank, qu'est-ce que j'en pense au bout de un peu plus de 1000 bornes? Parce que là on a pas mal roulé avec, mais franchement ça n'a clairement rien à envier à une petite Fiat 500 qui fait la même taille ou un truc comme ça. C'est ultra spacieux à l'intérieur, c'est franchement très confortable, tu vois, là on part pour 4 heures de route dans une cacahuète qui fait 3,50 m de long, qui est hyper haute et qui fait vraiment pot de yaourt, mais à l'intérieur vraiment les sièges ils sont hyper confortables, tout est bien pensé, il y a des rangements partout, il y a même un support de téléphone dans le porte-gobelet. Bon, je pense pas que ce soit prévu pour, mais ça fait son office. Et chose qui est assez intéressante et que je vois sur, allez, sans mentir, 80-90% des véhicules ici, c'est ça. La petite protection de vitre là, pour rouler fenêtre ouverte même quand il pleut, c'est vraiment très moche, hein, on en a très peu en France. Mais par contre, c'est hyper pratique. Moi, j'adore. C'est un truc que je veux installer sur le 4x4 depuis très longtemps. Et faut que je les fasse venir des États-Unis et tout, donc c'est un peu chiant. Mais il y en a sur toutes les voitures ici, et c'est clairement trop bien. Le stop and start, la boîte auto, et let's go! D'ailleurs, la boîte auto a un mode qu'on commence à retrouver un petit peu en France, principalement sur les japonaises d'ailleurs. Je l'avais eu sur une Toyota Corolla hybride que j'avais louée pour le boulot. Et sur la boîte de vitesse, donc il y a PRND, S pour sport. Bon, là on l'a dans celle-là, je vois pas trop l'intérêt. Et par contre, il y a un mode B. Et le mode B, c'est le mode frein moteur. Et ça, c'est vachement pratique vu que le pays il est hyper montagneux. Bah, ça fait plaisir d'avoir un petit truc de frein moteur, ça évite de fumer les freins en 3 secondes. Et je pensais qu'on aurait ce genre de K-car uniquement dans Tokyo, et en fait pas du tout. Regardez, là, c'en est une aussi. Bon, pas ça, hein. Mais en fait, il y en a absolument partout. Comme chez nous, on aurait, je vais dire, des Clio ou des Mégane, ou des 320D, et ben là, ils ont ça, les gens. Tous. Ça, c'en est une, hop, ça, c'en est encore une. C'est abusé, tout le monde a ça partout. Et que ce soit dans les campagnes ou en plein milieu de la ville. Bon, c'est un peu bruyant comme véhicule, je vous le cache pas. C'est un tout petit moteur avec une boîte auto. La boîte, elle est dans le sac, mais clairement, les rétrogradages, c'est pas ça. Les accélérations, c'est pas ça. Ça pédale dans la semoule. On dirait une vieille boîte américaine des années 60, tu vois. Un point négatif sur cette voiture, outre la boîte qui est complètement dans le sac, c'est la position de conduite. Alors je sais que ça sera pas le cas pour tout le monde. Moi je sais que j'ai des petites jambes par exemple. Et en fait vu que la voiture est très haute, je suis assis comme sur une chaise. Donc j'ai les jambes qui sont vraiment à la verticale quoi. Bon, elles touchent le sol, hein. Et en fait, assis-toi sur une chaise et lève ton pied pendant 1 heure. Et bah ça tire vachement fort au niveau du tibia et c'est assez désagréable. Donc la route c'est un peu long parfois. Et cette petite voiture là, elle est tout équipée. Le seul truc qui manque, c'est le régulateur de vitesse. On a la clim, on a les sièges chauffants, le détecteur de changement de voie, le stop and start, on a le GPS intégré avec le CarPlay, machin, tout ça. C'est vraiment, franchement, toute option. Et je comprends pas pourquoi dans les villes chez nous, on n'a pas ce genre de voiture. Parce que pour emmener les gosses à l'école et aller faire ses courses, clairement, une petite caisse comme ça qui coûte moins de 10 000 balles, et c'est le feu. Genre tous les gens qui habitent à Paris, tous les gens qui habitent vraiment dans les centres-villes, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, où il y a des bouchons, c'est un peu relou pour trouver une place et tout. Mais ça, c'est le feu, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas partout. Et franchement, c'est largement suffisant. Après, effectivement, hein, rien ne t'empêche d'avoir une caisse plaisir
Si t'aimes ça, voilà. Mais plutôt que d'acheter une Clio ou une Mégane dont tu vas te servir une fois par an pour partir en vacances, bah achète une cacahuète comme ça et puis loue une bonne caisse quand t'as envie de partir en vacances. Déjà tu te fais plaisir, l'entretien ça coûte moins cher, l'assurance ça coûte moins cher. Ça a pour moi que des points positifs. Alors oui, c'est un peu bruyant. À 110 sur l'autoroute. Bon. Combien de personnes prennent l'autoroute tous les jours ? Pour parler vraiment de la conduite au Japon, alors on s'habitue très facilement au volant de l'autre côté. Ça c'est hyper simple, les RHD ça se prend très bien en main. Par contre, rouler de l'autre côté, c'est pas évident. Parce qu'en fait on a l'habitude de voir la route depuis la gauche. Et quand on est sur les routes du Japon, on la voit depuis la droite. Enfin, faut qu'on s'aligne à droite en fait. Et à de très nombreuses reprises, aussi bien la voiture que ma chérie m'ont rappelé à l'ordre en me disant tu roules un peu sur le côté là quand même, on va tomber dans le trou. Bon, heureusement on n'est pas tombé dans le trou. Faut savoir qu'aussi sur les routes de montagne, il y a des genres de caniveaux le long de la falaise qui sont pas du tout protégés. Donc en fait, tu peux très facilement faire tomber ta roue dans le caniveau. Vu qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir cette position de conduite, faut faire très attention. Après, franchement, j'avais jamais conduit d'RHD, j'avais jamais conduit à droite. Donc la conduite, en vrai, c'est pas abusé, ça se fait bien. Ça se fait bien, faut pas avoir peur, faut être serein. En ville, en revanche, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des peintures au sol dans tous les sens. Il y a des feux qui sont de l'autre côté de la rue, comme aux États-Unis, donc ça, faut le prendre en compte. Et il y a des rappels avant. Genre, typiquement, si t'as un petit pont avant le feu rouge, mais sur le pont, t'as le feu qui est affiché après. Je sais pas si c'est bien clair. En gros, il t'affiche le feu sur lequel tu vas tomber après. Comme ça, si tu vois pas le feu, bah, tu peux déjà te préparer à freiner ou à te dire bon bah c'est bon, il est vert, j'y vais quoi. C'est un peu particulier. Comme les limitations de vitesse, c'est un peu particulier. Parce qu'il y a des limitations de vitesse, on voit passer des panneaux 40, 60, 70. L'autoroute est payante et limitée à 70 km/h. 80 j'ai vu, comment dire, c'est méga frustrant. Après heureusement qu'on a une petite cacahuète donc ça permet de rouler pas trop vite. Mais en vrai payant pour rouler à 70, on se plaint en France des fois mais là c'est chaud, c'est vraiment chaud. Surtout qu'ici ils ont des grosses caisses. Et par contre du coup les panneaux, personne les respecte. Il y a un panneau 70, je me mets à 70, je me fais doubler par des camions. Alors moi, c'est une voiture de loc, je veux pas qu'il y ait de problème, je veux pas recevoir une facture après quand je vais rentrer. Mais je sais pas, les gens, ils en ont rien à cirer. Même en ville. En ville, c'est limité à 30, 50. Tu te fais pousser littéralement. Les routes de montagne, c'est pareil, c'est limité à 50. Et je me fais pousser. Il y avait une file de voitures derrière moi parce que je roulais à 50, 60. Et des fois 70, et les mecs qui sont derrière toi, ils te poussent. Même avec des kékards. J'ai l'impression qu'il y a très peu de voitures aussi avec des régulateurs de vitesse. Les gens, un coup, ils roulent à 120, et puis 3 minutes après, tu vois, on roule tous à 90 derrière un camion. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un radar, peut-être qu'il y a rien du tout. Je sais pas, je comprends pas. Et tout le monde roule comme ça. Moi, vu que je sais pas trop, je me cale derrière une voiture, tu vois, je me trouve un lièvre, et je le suis. Bah là, typiquement, mon lièvre, il roule à 115, à peu près. Donc je suis avec lui, et je roule à 115. Et on verra. Tu te fais dépasser par une caisse qui bombarde et 3 minutes après tu la doubles parce que l'autre il se traîne la bite. Je sais pas pourquoi. Et là du coup je suis en train de dépasser mon lièvre parce que il se traîne, on est à 90. Là je suis à 100, 110, je viens de me faire dépasser par une petite camionnette. Je sais pas pourquoi. Par contre en ville c'est limité à 40 ou 50, ça dépend des villes. Et hors des agglomérations, t'as un peu tous les panneaux quoi. Des fois c'est 60, des fois c'est 70, des fois c'est 80. C'est le bordel. Franchement, c'est le bordel. Quand on a l'habitude, j'ai envie de dire, de la France avec ces trucs bien carrés et tout, je pensais que le Japon était un pays bien plus carré que la France, mais pas au volant. Par contre, les gens sont très gentils, vraiment à l'image de la population. Ça te laisse passer, c'est courtois, ça dit merci. Franchement, c'est un plaisir. Outre les limitations de vitesse, conduire au Japon, c'est un putain de plaisir. Et je conseille à toute personne qui va au Japon de louer une bagnole. Concernant les panneaux aussi, ils n'ont pas les mêmes que les nôtres. Nous, tu peux trouver des panneaux traversés de cerfs-volants. Ici, apparemment, les ratons laveurs, ils n'ont pas le droit de traverser partout. Les singes, ils n'ont pas le droit de traverser partout non plus. Et véridique, on en a croisé des singes qui traversaient la route dans les montagnes. Des ratons laveurs aussi d'ailleurs. Tu tombes sur des panneaux, des fois, un petit peu originaux. Voilà.
Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Je vous ai montré les deux dont j'ai parlé. Je vous laisse venir ici pour découvrir les autres. Et vu que c'est un pays qui est extrêmement vallonné, c'est un pays où il y a énormément de tunnels. Et les tunnels sont également, alors pas tous, mais c'est marrant, ça doit être le revêtement ou je sais pas. T'en as qui sont hyper bruyants et t'en as qui sont ultra silencieux. J'ai pas compris pourquoi. Par contre, les paysages sont magnifiques. Cette petite tank, au début, c'était pas une bonne surprise. On avait prévu un parcours de près de 2000 km et les faire dans un pot de yaourt, j'avoue que j'avais quelques appréhensions. Mais au final, c'était des préjugés. Agréable à conduire et tellement spacieuse. C'était une belle découverte. Notre petite capsule qui nous a permis de découvrir ce pays incroyable où les traditions cohabitent avec la modernité d'une manière étonnante. On explorera la culture du pays, l'automobile et un musée qui pour moi était incontournable. Alors abonne-toi, mets un like et je te dis à la prochaine.